Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition, la première de la semaine, les titres que nous développerons aujourd'hui. Stifelio, un opéra méconnu du grand public, un opéra de Verdi qui a été joué pour la toute première fois en principauté. Lutter contre le racisme en Europe, le thème qui a été développé lors d'une conférence de presse il y a quelques jours à Monaco. Comment faire découvrir et aimer l'architecture à des enfants? La réponse avec le nouveau musée national de Monaco. Et puis nous finirons ce journal bien sûr avec du tennis. Retour sur la finale qui a opposé Novak Djokovic à Rafael Nadal. On ouvre tout de suite ce journal en musique. Une équipe de Monaco Info a assisté à la générale d'un opéra méconnu de Verdi, donné pour la toute première fois à l'Opéra Garnier. Stifelio, avec dans un rôle titre un ténor de renommée internationale, José Cura, le récit de José Sacré. Après la Traviata donnée en janvier dernier, Jean-Louis Grinda, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, a choisi de présenter à la salle Garnier, dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Verdi, une œuvre méconnue, presque oubliée, du compositeur italien Stifelio, une histoire d'adultère dont la victime est un pasteur. Celui-ci accepte le repentir de son épouse et lui accorde son pardon au temple en citant les Saintes Écritures. L'ouvrage, lors de sa création, fit scandale et fut jugé blasphématoire par la censure. On dit toujours, romantiquement, on pense que c'était la revanche de Verdi contre l'hypocrisie parce que après la mort de sa femme, il s'avait mis en couple avec une femme divorcée et à l'époque c'était un scandale et il recevait des critiques de partout, notamment aussi de l'Église. Donc il a dit, mais tiens, à propos des scandales, regardez-moi ce prêtre-là. Et donc historiquement c'est très important. Pour cette première de Stifelio à Monaco, le metteur en scène Guy Montavon a situé l'action dans une communauté amish. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et les chœurs de l'opéra sont dirigés par Maurizio Benigni et la distribution réunit notamment le baryton Nicola Alemo, la soprano Hermonella Jao et dans le rôle titre, le grand ténor José Cura. Le ténor, c'est un Othello. C'est un Othello habillé comme un prêtre. Donc c'est pas évident. En lisant les lettres de Verdi, on trouve partout qu'il disait qu'avec Stifelio, avec le rôle de Stifelio, il allait s'essayer une différente façon de faire chanter un ténor. Plus déclamato, plus sur la parole, plus sur le fait strictement scénique. Donc on dit toujours qu'il s'est chauffé la main pour Othello avec Stifelio. Donc c'est aussi difficile qu'Othello, mais avec pas le savoir-faire que Verdi avait 40 ans après. Donc si vous voulez, c'est plus difficile. Je suis là depuis 10 jours déjà et je vous assure, c'est magnifique ici. On peut dire, juste pour comprendre, pour les gens comprendre, et c'est comme travailler à Disneyland. Oui, parce que tu ouvres la fenêtre, c'est magnifique, l'air, le soleil, le climat, tout ce qui se passe autour fait que les gens soient relaxés aussi. Donc tu arrives, tu trouves un orchestre, qui bon, il y a des problèmes comme partout, mais ils ne font pas la gueule par défaut. Même avec le chœur, ou les machinistes derrière, ou les gens en charge de l'accessoire. Il y a un travail de famille qui travaille relaxé, qui travaille dans le plaisir d'être ici, qui est remarquable. Stifelio de Verdi, avec José Cura, est à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo jusqu'au 28 avril.
Et une conférence sur le thème « Lutter contre le racisme en Europe » a été donnée il y a quelques jours en Principauté. La salle d'audience de la Cour d'appel du Palais de Justice a accueilli de nombreux magistrats et membres de forces de l'ordre. Un reportage d'Élodie Messager. Magistrats et forces de l'ordre étaient réunis vendredi au Palais de Justice. Ils ont assisté à une conférence. Le thème « Comment lutter contre le racisme en Europe ?» Un travail de dialogue recommandé par la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance. Pour effectivement les publics que sont les magistrats, les policiers, les juristes, les avocats, etc., il n'est pas mauvais non plus d'avoir de temps à autre des rencontres où on peut échanger et apprendre certaines choses, en tout cas avoir une sensibilité sur des questions qui ne sont pas d'application quotidienne. Le racisme, un problème toujours d'actualité. La crise économique qui touche l'Europe crée un contexte favorable à l'intolérance et aux discriminations. Les discours publics liés à l'immigration se durcissent, les mouvements politiques d'extrême droite prennent de l'ampleur et même les méthodes des policiers sont pointées du doigt. Les cibles principales du racisme en Europe aujourd'hui sont les Roms. On voit un anti-tsiganisme qui est très répandu dans beaucoup de pays. Sont les migrants, surtout disons, dans le contexte de la crise économique. On a vu un durcissement de tous les débats autour de la migration parce qu'on cherche des boucs émissaires. On a beaucoup moins de moyens pour gérer tous ces problèmes. On veut garder tout ce qu'on a pour soi-même et pour les siens et pas pour les autres. Donc oui, ça crée beaucoup de problèmes et c'est une partie de l'explication pour les événements en Grèce maintenant. Si Monaco fait partie des pays bons élèves, la Principauté doit rester vigilante. Les droits de l'homme restent un combat permanent. Aucun pays n'est à l'abri. Et dans le domaine du racisme, on constate que certains pays qui se revendiquent tolérants et antiracistes, parfois se laissent aller à des agissements ou sont passifs par rapport à des agissements privés racistes. Monaco a la double chance d'avoir une tradition de tolérance et aussi d'avoir une situation économique et sociale, disons, privilégiée, surtout dans le contexte de la crise en Europe actuellement. Donc Monaco est plus à l'abri que d'autres pays, mais rien n'est jamais vraiment acquis. Je le pense pas, je ne le souhaite pas, mais ce n'est pas totalement impossible. La Principauté poursuit sa démarche de sensibilisation au respect des droits de l'homme. Au mois de juin, Jean-François Renucci, professeur des universités en droit, donnera une conférence au Palais de Justice sur le droit à un procès équitable. Considérée comme l'une des meilleures universités dans le monde et notamment dans le domaine de la cardiologie, l'Université de Pennsylvanie vient de signer un partenariat avec le centre hospitalier Princesse Grace, Dominique Poulain. Cette convention de partenariat a été signée par Patrick Bini, le directeur du centre hospitalier Princesse Grace, et le doyen de l'université de Pennsylvanie, Larry Jameson, en présence du prince Albert II. Cette convention est la concrétisation de plusieurs années de travail. Elle vise à développer les échanges entre les deux établissements, notamment dans le domaine de la cardiologie. Globalement, ce que j'attends en tant qu'ancien étudiant américain, j'ai fait une partie de mes études à Miami, c'est de faire profiter de tous mes collègues de l'expérience américaine. C'est quelque chose de tout à fait particulier dans la vie d'un médecin. Quand on est allé se former aux États-Unis, quand on y retourne, et on y va périodiquement, tous les médecins y vont pour des congrès, et quand on y retourne et qu'on va travailler dans une grande université américaine comme UPenn, c'est une expérience absolument incroyable, la façon dont ils sont organisés, la façon dont ils analysent les cas cliniques, les conclusions qu'ils en tirent, les examens, la démarche clinique, le raisonnement, tout est différent, extrêmement sophistiqué, rien n'est laissé au hasard. L'Université de Pennsylvanie fait partie des plus anciennes et des plus célèbres universités des États-Unis et elle est considérée comme l'une des meilleures dans le monde de par son savoir-faire. Cette collaboration permettra donc aux étudiants et médecins européens d'approfondir leurs connaissances ou encore d'échanger des informations en matière de recherche. Quand un médecin européen va aux États-Unis, il ne peut pas faire la même chose que ce qu'il fait en Europe parce qu'il n'a pas les diplômes ne sont pas équivalents. Mais il ne suffit pas de faire, il suffit déjà de regarder. Et tous les matins, le Morning Report, où par exemple il y a une trentaine de médecins qui écoutent le médecin qui était de garde présenter les cas de la nuit,
et les analyser en détail, et on décide ensemble, avec bien sûr les leaders, mais aussi les étudiants, de la stratégie du jour, du lendemain, des jours après, de prise en charge diagnostique et thérapeutique, c'est déjà énorme. Il y a toujours, dans une immense structure comme Penn, d'énormes choses à voir et à trouver pour parfaire sa pratique. Et cette cérémonie a été remplie d'émotions lorsque Patrick Bini a rappelé que la princesse Grace, qui a tant marqué la principauté, est native de Philadelphie, en Pennsylvanie. L'architecture expliquée aux plus jeunes. Depuis 2011, le nouveau musée national organise des ateliers en lien avec les expositions. La semaine dernière, des enfants âgés de 8 à 12 ans ont réalisé leur ville idéale avec le soutien d'une plasticienne. Les explications d'Élodie Messager. Les enfants initiés à l'art architectural. Dans le cadre de l'exposition Monacopolis, le nouveau musée national organisait un stage pendant les vacances scolaires. À partir de l'observation de projets d'architecture utopique, les enfants ont construit, avec l'aide d'une plasticienne, la maquette d'une ville idéale. Objectif de cet atelier, stimuler leur imagination. Tout d'abord, on a fait un atelier de dessin. Voilà, pour poser les premières idées avec des croquis. Après, on a fait un atelier de peinture, de collage. Et hier, on est passé au volume, donc la création en 3 dimensions. Donc là, aujourd'hui, on est en train de passer au collectif, c'est-à-dire que les enfants réfléchissent ensemble à organiser leur ville. Donc à partir des différentes créations individuelles, on va assembler tout ça et faire une ville entière issue de leur imaginaire. Et nos architectes en herbe se sont montrés très inventifs. Dans la ville de leurs rêves, il ne pleut jamais, on se baigne dans des piscines en chocolat, les immeubles sont en forme de lettres, les maisons en pain d'épices. Monaco revu et corrigé, ça ressemble à ça. Je voulais faire comme une petite tour Odéon. J'ai modifié les arbres, c'est des arbres en bonbons. Et le décor, dans la tour Odéon, il n'y a pas des fleurs, il n'y a pas des arbres en bonbons. Donc j'ai tout modifié. Et pour les arbres, en plus, il n'y a pas des drapeaux monégasques comme ça. J'ai créé un immeuble où il y a la mer, autour là il y a la mer, et dedans aussi il y a la mer. Il y avait la mer d'abord, après ils l'ont construit par-dessus. Puis c'est un immeuble avec des plongeoires. En fait, c'est comme un moulin, quoi. Et ça, c'est pour faire l'électricité à l'intérieur. J'ai créé une maison en forme de chaussure. Et dedans cette chaussure, il y a un centre commercial. Et c'est sûrement pour les touristes. Et vous entrez, vous prenez des chaussures, des vêtements gratuits. Le prochain stage aura lieu du 8 au 12 juillet dans le cadre de l'exposition sur les 150 ans de la Société des Bains de Mer. Le styliste belge Jean-Paul L'Espagnard participera à l'encadrement du stage. Vous étiez peut-être dans les tribunes du cours central du Monte Carlo Country Club ce dimanche pour assister à la victoire de Novak Djokovic face à Rafael Nadal en finale. Le Serbe s'est imposé en 2 manches. Frédéric Hélion revient sur ce match et sur cette dernière journée de tennis à Monte Carlo. C'est la fin d'un règne de 8 ans. Novak Djokovic a détrôné Rafael Nadal dimanche et a mis fin à l'incroyable série de l'Espagnol au Monte Carlo Country Club. Après 2 échecs en finale face au Majorquin, le Serbe remporte pour la première fois le tournoi et lance un signe fort avant Roland-Garros dans un mois. Dès le début du match, les 2 joueurs se livrent un véritable bras de fer de fond de court. Djokovic est plus solide et pousse Nadal à la faute. L'Espagnol commet d'ailleurs anormalement trop d'erreurs, alors que le Serbe joue un tennis incroyable et déborde plus facilement son adversaire. Mené 5-0, Nadal réagit, il en met un peu plus dans ses frappes et remonte à 5-2. Djokovic s'appuie sur son revers pour prendre l'avantage dans l'échange et faire reculer Nadal. Il remporte le premier set sur cette double faute du Majorquin. Nadal poursuit sur sa lancée dans le second set. Les 2 hommes se livrent un superbe combat de fond de court et réalisent plusieurs points magnifiques.
L'octuple vainqueur du tournoi break dans le 5e jeu, mais ne parvient pas à garder sa mise en jeu. Djokovic recolle et gagne le droit de disputer un tie-break. Ce jeu décisif est à sens unique. Le numéro 1 mondial se détache très rapidement et l'emporte sur ce dernier coup droit. Le Serbe peut laisser éclater sa joie. Il est le premier joueur à battre Nadal à Monte-Carlo depuis Guillermo Coria en 2003. Djokovic s'impose à domicile pour la première fois de sa carrière. Je ne peux pas être plus heureux quand je pense à tout ce que j'ai vécu cette semaine. Je n'étais même pas sûr de pouvoir jouer ici. Je ne savais pas si j'allais pouvoir être rétabli à temps suite à ma blessure à la cheville. Si quelqu'un m'avait dit il y a 10 jours que je gagnerais ici, je lui aurais répondu que ce n'était pas réaliste. J'ai surmonté la douleur, il y a eu de gros défis physiques et émotionnels, mais je sentais que plus le tournoi avançait, plus je me sentais bien. Après la demi-finale, j'ai senti que j'avais de bonnes chances de battre Nadal à condition de jouer mon meilleur tennis. Sur les 6-7 premiers jeux de la finale, mon niveau de jeu était vraiment incroyable. Je ne pense pas pouvoir mieux jouer que cela sur terre battue. C'est d'ailleurs la seule façon de gagner contre Nadal. 707e édition du Monte Carlo Rolex Masters restera donc dans l'histoire puisque Nadal a enfin été battu sur les cours du Country Club. Cette année encore, le tournoi dans son ensemble aura été une vraie réussite. On peut tirer un bon bilan, c'est clair, hein, parce qu'on a eu tout d'abord un plateau exceptionnel avec presque tous les meilleurs mondiaux. On a eu les très très bons matchs cette année, hein. Ça je ne vais pas vous les noter, vous n'allez pas me contrarier. Il y avait vraiment des excellents matchs. Et puis 8 jours de soleil, les meilleurs mondiaux, les bons matchs, 127 000 spectateurs. Quoi demander de plus ? Le record de spectateurs a donc été battu, tout comme le nombre d'accréditations presse, 468 au total, preuve du succès du tournoi. Et si le temps a joué des siennes durant l'Open, qu'en est-il pour les jours prochains ? Mardi, le temps sera assez beau malgré la présence de quelques nuages. Des températures conformes à la saison, comptez 13 degrés au lever du jour et 19 en cours d'après-midi. Mercredi sera une belle journée très douce à l'abri du vent. Jeudi, du soleil et des nuages passagers. Vendredi, du soleil par intermittence et un léger risque d'averse. Ce journal est à présent terminé. Je vous propose tout de suite de partir faire un tour du côté de Roquebrune. Au revoir.